On se retrouve pour une deuxième vidéo sur mai 68 en ces temps toujours très commémoratifs, cette fois-ci pour essayer de comprendre le lien entre cet événement et la gauche moderne. 68 heures, c'est des termes toujours très employés dans le débat public actuel pour qualifier souvent des militants d'extrême gauche, comme on l'a vu en 2016 avec par exemple Nuit debout, on a vu souvent évoquer ces termes pour qualifier le mouvement. On a vu dans la précédente vidéo en quoi mai 68 est souvent réduit au quartier latin, au mouvement des étudiants parisiens, et comment la vulgate anti-68 s'est fortement développée ces dernières années, en simplifiant et en caricaturant l'événement parfois. Dans cette deuxième vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre la différence entre l'ancienne et la nouvelle gauche. Nouvelle gauche qui émerge progressivement lors de ce que l'on a appelé les Long 60s, c'est-à-dire la phase 1957-1974. Alors on peut commencer par un premier constat. Dans la vulgate anti-68, on associe très souvent l'événement à des gens comme Foucault, Deleuze, Guattari, Lacan, etc. Et c'est quelque chose de complètement anachronique puisque ces auteurs étaient très peu connus à l'époque. Au moment de 68, Foucault par exemple, il est professeur en Tunisie et le seul de ses ouvrages à avoir fait un peu de bruit, c'est Les mots et les choses qui est sorti en 1966. Et là encore, pas grand-chose à voir avec la Révolution puisque c'est un ouvrage de philosophie extrêmement complexe, axé sur la notion d'épistémé. En mai 68, Foucault n'est pas encore vraiment ce grand penseur de l'extrême gauche. C'est même quelqu'un qui est vu par certains comme un agent du gouvernement, voire comme un gaulliste, puisqu'il a été conseiller culturel en Suède et chargé de création d'un centre de civilisation française à Varsovie à la fin des années 50. Même chose pour Deleuze. Jusqu'en 1968, Deleuze c'est surtout un commentateur de Nietzsche, de Kant et de Bergson. C'est seulement en 1972 que cet auteur va commencer vraiment à être une référence dans les cercles gauchistes avec son ouvrage L'Anti-Oedipe, Capitalisme et Schizophrénie qu'il a écrit avec Félix Guattari. On voit déjà ici une réécriture à l'œuvre. Les auteurs, les idées, les livres que l'on reproche à mai 68 ont en fait émergé début des années 70. Mai 68, c'est une époque très riche justement parce que c'est un moment d'indétermination. Indétermination parce que c'est le moment où ce que l'on va appeler ensuite la nouvelle gauche n'est pas encore tout à fait émergé, et c'est le moment aussi où l'ancienne gauche, celle qui est incarnée par le PCF et la CGT, ne sait pas encore vraiment qu'elle va mourir. Pour schématiser, on peut dire qu'il y a deux grandes forces contestataires en présence lors de mai 68. On a tout d'abord le camp des marxistes dits classistes, les léninistes, les trotskistes, les maoïstes. Alors ce sont très classiquement des gens qui sont dans la continuité des écrits de Marx, dans la tradition socialiste telle qu'elle s'est déployée depuis la fin du 19e. Ils ont une vision finaliste de l'histoire avec le prolétariat comme classe révolutionnaire, classe qui doit précipiter la chute de la société bourgeoise et de l'économie capitaliste pour faire advenir une société sans classe. Ce qui est au centre des discussions des marxistes dits classistes, c'est l'appareil productif et la lutte des classes. C'est très visible par exemple chez les léninistes. Les léninistes, ce sont des gens qui accordent une très grande importance à la pensée stratégique. Comment conquérir l'appareil d'État? Comment prendre le pouvoir concrètement? Et face aux classistes, aux marxistes classistes, on a un camp qu'on peut qualifier de libertaire. C'est là où justement va naître ce qu'on va appeler la nouvelle gauche. On a le mouvement du 22 mars avec Cohn-Bendit, on a le groupe qui s'appelle les Enragés. Donc tous ces groupes qui vont animer le mai 68 étudiants sont vraiment idéologiquement très différents des marxistes classistes. Ils sont vraiment en rupture totale. Ils ont un refus de l'autorité, refus du parti, de sa bureaucratie, refus de l'organisation même. Et eux, ils favorisent beaucoup plus une révolte individuelle, voire une libération libidinale. Quand on voit quelque chose de démoli ou de détruit dans la fac, souvent il y a des gars pour dire que c'était les anards qui ont fait ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois que c'est la querelle habituelle entre marxistes-léninistes et anarchistes. Enfin, c'est pas nouveau. Je sais pas, moi j'ai l'impression que les marxistes-léninistes ont une définition de l'anarchie très similaire à celle de leurs parents. Enfin, on parlait de l'État tout à l'heure. Ouais. Donc foutre l'État en l'air, tout État. Avec ses structures évidemment. Enfin, moi personnellement je pense pas que les marxistes-léninistes vont supprimer la police, supprimer la bureaucratie, supprimer... Même si on instaure une société libertaire en France et ailleurs, il faudra toujours continuer à remettre les choses en question, je crois. Je crois. Mais alors, État ou pas État? Pas d'État. Pas d'État, oui. Et qu'est-ce qui aurait la place? Vous savez, vous? Cette division entre marxistes classistes d'un côté et libertaires de l'autre est bien évidemment très schématique, mais elle reste à mon sens pertinente pour comprendre l'évolution idéologique de la gauche radicale sur la séquence 68-72. On voit que cette nouvelle gauche qui émerge à partir de 68 s'éloigne finalement de plus en plus de Marx. Quelles sont alors ses influences théoriques? On va en citer 4, il y en a évidemment beaucoup plus,
le situationnisme, l'anarcho-individualisme et les freudo-marxistes comme Reich et Marcuse. Tout d'abord les situationnistes. Il y a eu plusieurs phases dans le parcours théorique des situationnistes, et entre 58 et 62, ce groupe va être très versé dans la critique de la vie quotidienne, notamment sous l'influence d'un compagnon de route, Henri Lefebvre. Lefebvre est un marxiste hétérodoxe, exclu comme beaucoup d'autres du PCF dans les années 50. Il est très précurseur, voire même visionnaire, puisqu'il a écrit le premier volume de sa série sur la critique de la vie quotidienne en 1947. C'est un penseur fondamental dans l'histoire des idées de gauche, et pourtant très souvent oublié. Les situationnistes vont théoriser le refus de la vie quotidienne aliénée et colonisée, programmée par le capitalisme, la dictature du consommable et l'échange quantifié. Ils appellent à refuser ces contraintes, à transformer le monde en se réalisant et en développant une subjectivité radicale, une spontanéité créatrice. Tout cela annonce vraiment fortement le tournant idéologique de la nouvelle gauche, on y reviendra. Le temps général du non-développement humain existe aussi sous l'aspect complémentaire d'un temps consommable, qui retourne vers la vie quotidienne de la société, à partir de cette production déterminée, comme un temps pseudo-cyclique. Le temps pseudo-cyclique est celui de la consommation de la survie économique moderne, la survie augmentée, où le vécu quotidien reste privé de décision et soumis non plus à l'ordre naturel, mais à la pseudo-nature développée dans le travail aliéné. Ce qui est très ironique aujourd'hui, c'est que l'on voit à droite, chez les contempteurs de 68, énormément de gens célébrer les situationnistes en reprenant notamment leur vocabulaire. Ces personnes semblent ignorer que les situationnistes en France sont très clairement l'une des plus grandes influences intellectuelles de 68. Les situationnistes ont d'ailleurs été les acteurs des mouvements d'occupation en 68. On leur doit aussi beaucoup des slogans de 68. S'il existe des termes comme anarcho-situationniste ou situ-libertaire, ce n'est pas un hasard. Les situationnistes ont contribué au retour d'une pensée anarcho-individualiste et sensualiste dans l'extrême gauche. Certains groupes de gauche dans les années 60 se sont mis à lire Ernest Armand, qui est un grand théoricien de l'individualisme de la première moitié du XXe siècle, un grand défenseur également du naturisme et de l'amour libre. Par ce thème de la sexualité, on en vient à une deuxième influence très importante, les freudo-marxistes, avec notamment Wilhelm Reich. Alors, la sexualité, c'est quelque chose de très important pour les jeunes des années 60, dans leur révolte. On sait qu'à l'hiver 67, les étudiants de Nanterre et de Nantes aussi se sont révoltés pour avoir le droit d'accéder au dortoir des filles sur le campus. Dans le combat individuel de désaliénation, dans le combat contre la dictature du consommable, le contre-modèle, c'est la vie de bohème et sa sexualité libérée. C'est pourquoi les ouvrages de Wilhelm Reich ont fait leur réapparition dans les années 60. Reich est un psychanalyste de la première moitié du XXe siècle. Il a été l'un des premiers à souligner le rapport entre les névroses et la situation économique et matérielle du névrosé. En remarquant par exemple que si une grande part des ouvriers de son époque souffrent de conflits et d'inhibitions sexuelles, c'est tout simplement parce qu'ils vivent avec toute leur famille dans une pièce très exiguë. Ça peut paraître bien banal aujourd'hui, mais c'était alors en rupture avec l'orthodoxie freudienne. Si Reich intéresse beaucoup les jeunes contestataires des années 60, c'est parce qu'il a expliqué en quoi le système capitaliste était générateur d'une misère psychique à travers différentes institutions intermédiaires comme la famille, l'éducation, l'usine, toutes ces institutions qui fabriquent des sujets infantilisés, sages et obéissants. Son livre « Le combat sexuel de la jeunesse » est très lu dans les années 60. Selon Reich, la jeunesse c'est l'agent révolutionnaire, la fraction du peuple la plus à même de lutter contre les institutions répressives. Toutes ces idées vont être poursuivies par un autre freudo-marxiste qui est Herbert Marcuse, autre grande influence des mouvements de jeunes contestataires dans les années 60. À noter un bémol ici pour la situation française, Marcuse a surtout été influent aux États-Unis et en Allemagne, mais très peu en France au final, puisqu'en 68, il n'était que partiellement traduit et assez peu lu. Mais c'est tout de même intéressant d'évoquer son cas et son œuvre, puisqu'il illustre bien le tournant de la nouvelle gauche. Le livre capital de Marcuse, celui qu'il faut lire pour comprendre le retournement idéologique à l'œuvre dans les années 60, est Eros et civilisation qui est sorti en 1955. Dans ce livre, Marcuse remet en cause le postulat de Freud selon lequel une civilisation est nécessairement répressive, car elle permet la production et donc la survie. Pour Marcuse, on peut imaginer une civilisation non répressive puisque les progrès de l'industrie et de la technologie ont beaucoup amélioré les capacités productives. Dans la modernité, l'homme est en capacité de se libérer de l'aliénation quotidienne et du travail. S'il ne le fait pas, c'est selon lui parce que les institutions en place imposent une surrépression. D'après Marcuse, cette surrépression va être de plus en plus dénoncée et sera à l'origine de la révolution à venir. Si Marcuse marque l'époque, c'est parce que sa vision était particulièrement en phase avec les aspirations de la jeunesse des années 60. Il l'explique très bien dans cette interview de 1979.
And I never considered myself as the idol or as the father or grandfather of the New Left. What happened was a coincidence of ideas and opinions. The students didn't have to read one-dimensional man in order to protest, in order to rebel. Now, the students of that era, you say, didn't have to read the book, primarily because they were experiencing what you were describing. They were experiencing in their own body and mind what motivated them to rebel. Do you think they, when they did read your book, understood your work? That I don't know. Toutes les idées freudo-marxistes, situationnistes et libertaires que nous avons évoquées ici s'opposent au marxisme classiste. Pour un marxiste orthodoxe, classiste, l'objet de la lutte, l'objet à conquérir, c'est le pouvoir économique et institutionnel. Il faut prendre possession de l'appareil d'État et de l'appareil productif. L'agent révolutionnaire, c'est le prolétariat, et le terme clé dans la rhétorique marxiste classiste, c'est l'exploitation. Exploitation de la force de travail, du prolétariat par la bourgeoisie. Avec la nouvelle gauche qui émerge après 68, les termes du débat sont radicalement différents. Ce n'est plus la classe bourgeoise, la classe possédant les moyens de production qui doit être combattue. Ce qui doit être combattu, c'est la mentalité bourgeoise. Car la répression est avant toute chose mentale. On ne combat plus le pouvoir économique de la bourgeoisie, mais son pouvoir normatif, les normes et les valeurs de la bourgeoisie. C'est le thème de la révolution culturelle, de la révolution dans les têtes, qui devient dominant dans les années 60. On commence même à l'entendre dans la bouche de certains trotskistes. Qu'aujourd'hui la bourgeoisie, et ceci ne date pas d'aujourd'hui, que la bourgeoisie en fait arrive à modeler la conscience des travailleurs, arrive à modeler, à préparer l'esprit, les idées de l'ensemble de la population depuis le berceau jusqu'au cimetière, par toute une série d'institutions qui ne sont pas des institutions neutres. La catégorie reine des marxistes classistes, c'était l'exploitation. Avec la nouvelle gauche, la nouvelle catégorie centrale, c'est l'aliénation. L'aliénation que ressent chaque individu dans sa vie quotidienne. Autrefois, la lutte était une lutte collective de travailleurs, d'agents productifs. Désormais, avec la nouvelle gauche, la lutte sera un combat individuel de libération psychique. C'est très visible aux activités qui se développent dans les années 60. Beaucoup de gens s'investissent alors dans le théâtre, dans également tout un ensemble de techniques New Age qui sont censées les reconnecter à leur soi profond, authentique et original. Voici par exemple des images d'un cours ayant eu lieu à l'université de Vincennes au début des années 70. Un petit peu commandé par rapport aux autres fois. Hein, tu t'es baissé à l'arrière, tu vois, c'est pas ton corps qui est parti. Alors qu'il me semble que les autres fois, je t'ai vu travailler, tu étais beaucoup plus bête. Bon, c'est bien. Ça, c'est probablement autre chose, tu vois. Bon, alors essaye de comprendre ce que c'est, et en fonction de ce que c'est, tu amènes ça là-dessus, tu sculptes les corps. Tu utilises cette matière, comme si tu étais réellement un sculpteur, qui a à sa disposition un ressort, une pierre, je sais pas, tu vois, une pierre, une matière molle, et qui veuille, avec cet amas de matière, construire quelque chose. Bon, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, tout travail qui est fait ici, en lui-même, ou l'image que ça donne, n'a pas réellement d'importance. Que le fondement du travail, c'est les conditions dans lesquelles ce travail est fait, c'est-à-dire un travail dans le mental, c'est-à-dire prendre l'habitude de travailler en ayant une conscience, non pas intellectuelle, mais une conscience physique, organique de son propre corps. Et que ceci étant acquis, on peut arriver à faire pratiquement ce qu'on veut de son corps dans l'espace. En rompant de cette façon avec le marxisme classiste, en passant de la critique de l'exploitation à celle de l'aliénation, la nouvelle gauche rejoint le libéralisme dans son fantasme d'individus auto-institués, totalement émancipés du collectif. La nouvelle gauche sort en fait totalement de l'anticapitalisme, puisque comme on le verra très bien par la suite, le capitalisme s'accommode très bien de cette anthropologie nouvelle, de cette célébration mystique de l'individu total et désaliéné. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre le cercle Jean Bodin sur YouTube comme sur Facebook, et si vous êtes lyonnais, à venir à nos conférences. Dans la troisième et dernière vidéo dédiée à 68, nous parlerons des correspondances entre la nouvelle gauche qui prend forme dans les années 60 et les mouvements et groupuscules d'extrême gauche d'aujourd'hui.